Exactement. Et donc, justement, en parlant de simulacre, en parlant de Mm. cette frontière entre réalité et fiction, on va aller sur le dernier portrait de carrière, mais qui est totalement dans le sujet, parce que c'est un homme qui a choisi de justement passer cette barrière de la fiction et de vivre pleinement son métier de boxeur. C'est Mickey Rourke. C'est Mickey Alors, Rourke. Vous saviez que j'allais partir sur lui, hein, vous le saviez peut-être. Mais moi, je pense que on peut en parler aujourd'hui. Là, il nous reste une demi-heure max, les amis. Mais on peut en parler aujourd'hui, mais ça vaudra, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça vaudra une vraie discussion. Une vraie discussion, encore une émission consacrée rien qu'à lui, Mickey Rourke. Mais il allait parfaitement dans le thème, donc on va quand même en parler. Mickey Rourke, cet acteur avec lequel je pense qui a une place particulière dans nos cœurs, j'en suis persuadé, et qui est véritablement un amoureux transi de la boxe. Là, il n'est pas question de dire c'est un amoureux de la boxe. Je te dirais même que c'est un historien de la boxe. Quelque part, je me reconnais là-dedans en lui. Et ben, il a tenté. Il a tenté l'aventure boxe. Sauf que il y a ça qui est le narratif qu'on vous a donné par rapport à Mickey Rourke, notamment chez les cinéphiles. Les cinéphiles, tu le dis Mickey Rourke, qu'est-ce qui arrive? Tu arrives ces grands films et tu as dit il a été boxeur. Sauf que personne ne va voir et va gratter sa carrière de boxeur. Avez-vous déjà vu un combat de Mickey Rourke? Ouais. Moi, non, moi. Alors, dis rien, Guillaume. Fouad, non, jamais. Non, et moi jamais. non plus, pendant très longtemps. Je suis curieux. Je savais. Et en fait, il y a beaucoup de choses à dire qui sont très intéressantes. C'est qu'ils sont. Mickey Rourke a cette fascination depuis toujours pour la boxe. Ça, on ne peut pas l'enlever. Et en fait, il a comme beaucoup, peut-être comme moi aussi, tu vois, et je comprends sa démarche, son cheminement pour arriver là. C'est que je pense qu'il place la boxe plus haut que tout. Ouais. Il place la boxe plus haut que tout. Oui, oui. En fait, il ne le dit pas, il l'intellectualise pas comme moi, mais moi, je dis souvent, la boxe, c'est ma religion. Et lui, c'est pareil. C'est pareil. Donc, ce qui fait que c'est un homme qui a eu du succès dans un monde qui le faisait pas rêver comme la boxe le faisait rêver. C'est clair. Et donc, et de cette frustration de ne pas être le boxeur qu'il s'imaginait, on arrivait à un dénigrement de Hollywood. Et à l'époque, il avait bien raison. Donc, il fait la boxe, mais il est déjà trop tard, parce qu'il est déjà un bon trentenaire, voire en début de quarantaine. Je crois qu'il doit avoir 37 ou 38 ans, un truc comme ça. Donc, il ne pouvait rien prétendre. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas vraiment une carrière. C'est que, en fait, malheureusement, et c'est ça le drame de Mickey Rourke, qu'on vous dit jamais. Le drame de Mickey Rourke, c'est qu'il était nul. Que malheureusement, il était complètement nul. Et c'est un drame terrible. Voilà, parce que le mec, culturellement, avait tout emmagasiné. Tu comprends? Il avait tout emmagasiné d'une culture, sauf que ça ne se retraduisait pas du tout sur le ring. C'est presque gênant de regarder les combats de Mickey Rourke. C'est presque gênant. Il était absolument pas bon. Il était dégueulasse sur un ring. Ça bougeait très mal. Moi j'ai regardé dernièrement, j'ai regardé un de ses combats en ayant peur pour lui 30 ans plus tard. Tu vois et cette punchline de porc. Moi, je suis un punchliner, hein, vous me connaissez. Et donc, en fait, le truc, c'est que à l'époque, dans le monde de la boxe, la petite carrière connue de Mickey Rourke est apparue comme un freak show. Parce que tous ces combats sont des combats arrangés. Tous ces combats sont des combats arrangés. Tous ses adversaires ont des records, des fiches, comme on dit, négatives, largement négatives, genre 5 victoires pour 30 défaites. Tu vois. Donc, il montrait déjà le profil de boxeur. Voilà. Il n'a qu'un boxeur qui n'a pas une fiche négative,
c'est un mec qui débutait, qui n'avait pas de combat. Donc, il était village. Voilà, donc il a des combats qui, à mes yeux, me paraissent clairement arrangés, notamment un combat qu'il fait au Japon. Il faut savoir qu'il fait aussi un combat en Espagne en 92. Ça se finit en émeute parce que les gens réalisent l'arnaque. Putain. Il y a des bouteilles qui sont lancées et tout ça. Oui, ça, les gens ne savent pas. Mais- Et donc, ça, c'est véritablement mais je le dis sincèrement parce que j'ai le plus grand respect pour lui, malgré tout. Et Captain, Vas-y. j'ai une question à te poser, vraiment. Rourke a souvent dit la légende veut qu'il soit passé à la chirurgie esthétique, en fait, en raison des coups qu'il se serait pris dans la tronche. Voilà, on va y arriver. Sur l'oreiller. Mais est-ce que c'est vrai si ces combats étaient arrangés? Alors, on n'a pas la preuve, mais ça respire le combat arrangé. Regarde la tenue d'un combat. Je vous conseille d'aller voir son combat au Japon. Ouais, c'est vrai. Je regarde que ça, c'est chaud. Voilà. Ça se voit. De toute façon, tu le sens, ça. Son visage, ça sera dans ma conclusion, on va parler de son visage. Donc, c'est un vrai drame. Mais je le prends comme tel, parce que Mickey Rourke, c'est terrible, en fait. Moi, je trouve ça terrible. Donc, il a vécu son fantasme à fond. Mais, je veux dire, il a été protégé. Parce que, honnêtement, s'il était face à des vrais boxeurs, ça serait très, très, très mal passé. Et donc, arrive tout ce discours sur la boxe a détruit Mickey Rourke. Eh bien, je ne te dirais pas la boxe en soi, mais je te dirais l'entourage qu'il avait choisi. Il désirait être entouré de champions de l'époque. Et à l'époque, les champions qu'il côtoie vraiment, c'est des Top Gun. Et il veut vivre auprès d'eux. C'est-à-dire qu'il veut faire les training camps avec les champions. Putain. Et moi, je te dis, ce que je présume, c'est que Mickey Rourke, s'il a été blessé par la boxe, il n'a pas été blessé en combat, il a été blessé en sparring session. Il a voulu absolument faire le sparring de champion. Et c'est très louable, C'était James Toney à l'époque, il y avait Virgil Hill aussi à l'époque et tout. Sauf que le problème de Virgil Hill et de James Toney à l'époque où Rourke les côtoie, c'est qu'il les côtoie à des époques où les mecs, ça rigole pas. Ça rigole pas, vraiment. James Toney, il marche sur l'eau à cette époque-là. Et donc, à un moment, ok, c'est ton sparring partner, mais à un moment, quand tu te prépares pour un combat, pour une vraie performance de boxe, ton sparring, tu y vas à fond. Tu y vas à fond. Et donc, tu détruis le mec. Et moi, je pense qu'il a accepté, pour être accepté, pour vivre pleinement son entourage, il a accepté de se faire détruire. Parce que, voilà, les mecs ont peut-être été light avec lui à certains moments, mais il y a des moments où, quand tu te prépares pour un championnat du monde, tu ne peux plus être light sur ton sparring. Tu vas franchement. Ça fait partie. Ça serait même dangereux de faire que des sparring light pour aller affronter Iron Barclay comme James Toney va l'affronter. Allez voir le combat de James Toney contre Iron Barclay. Vous comprenez. Le mec, ce qu'il fait sur le ring, tu te dis, attends, quelques mois auparavant, j'espère qu'il n'a pas fait ça à Mickey Rourke, parce que oui, là, il a dégusté sévère. Donc, je pense que si la boxe a fait du mal à Mickey Rourke, elle l'a fait en sparring. Mais il l'a choisi. Il a choisi ça parce que c'était dans sa vie, c'était un moment indispensable et c'est un choix qu'il a fait. Et puis, Mickey Rourke, malgré tout, dans l'histoire de la boxe, restera. Pourquoi ? Pour un homme qui a fait des liens entre champions et autres. Pourquoi ? Freddie Roach arrive à Los Angeles sous l'initiative de Mickey Rourke. Et donc, tu ne peux pas voir Freddie Roach qui rencontre Peter Berg et qui donc rencontre Manny Pacquiao sans Mickey Rourke. Quelque part, tu sais, c'est une série d'engrenages qui font que... Et sans Mickey Rourke, il ne pouvait pas avoir ça. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, on en arrive à ma question, parce que quand je vois les combats qu'il a sur le ring, il ne se fait pas défigurer. Oui, il peut avoir des problèmes. Moi, je pense que s'il s'est fait défigurer, en sparring, malgré les casques. Voilà. Mais moi, je pense véritablement que la boxe n'a pas défiguré Mickey Rourke. Je pense que Hollywood a défiguré Mickey Rourke. Et que Mickey Rourke s'est défiguré lui-même, sans la boxe. Et c'est ce qu'on ne veut pas dire, mais j'en suis persuadé. Voilà, c'était mon analyse du Mickey Rourke boxeur. On peut parler de cela, puis on peut aussi parler de sa carrière parce qu'elle le mérite.
Mais c'est très. Enfin, j'allais juste te dire que enfin, moi, je trouve ton analyse hyper pertinente et hyper juste. Et moi, je dirais quand même que Hollywood n'a pas défiguré Mickey Rourke, mais je pense que je resterai en fait, moi, personnellement, à Mickey Rourke. C'est défiguré tout seul parce que, après, j'ai essayé la parole de fois, mais est-ce que tu te rends compte du masochisme qu'il faut quand tu es un acteur aussi coté que lui l'était à l'époque? On réalise plus comment il était coté à l'époque. Voilà, ouais, non mais parce que attention, le mec il sortait de 9 semaines et demie, etc. Tout. Enfin, on parle quand même d'un des sex symboles des années 80, un mec en plus qui avait une aura où il aurait pu devenir l'égal d'un De Niro ou d'un Pacino s'il avait persisté. Tu te rends pas compte de la névrose interne qu'il faut pour jouer les spy partners avec des mecs, avec des brutes intergalactiques comme celles que tu as décrites, comme Jason Eku. Enfin, je veux dire, si ça s'est vraiment passé, c'est insensé. C'est insensé d'être dans cette position-là et d'accepter d'être dans la position limite la plus ingrate possible de la boxe pour se prouver quelque chose ou pour, enfin, je sais pas, mais c'est complètement insensé d'avoir ce masochisme. Mais du coup, moi, ça me fait dire que Mickey Rourke, je crois que c'est un type qui a une haine, il a une détestation de lui-même qui est quand même assez prononcée et assez visible visuellement. Ça a commencé avec ses premières opérations de chirurgie, ça a continué avec les films dans lesquels elle jouait qui étaient absolument indignes de son talent. Et tu le vois dans The Wrestler de Darren Aronofsky, même si j'aime pas du tout le film. Et tu le vois aussi dans le rôle. Tu vois, enfin, aujourd'hui, il ressemble à la grand-mère de Stallone. Il ressemble à la mère de Stallone aujourd'hui. C'est effrayant. Et je me dis comment tu peux avoir un enfin, après, attention, là, je suis peut-être en train de faire de l'analyse de comptoir et de compagnie, donc là, voilà. Mais je me dis, en fait, quelle détestation de toi-même tu dois avoir sur ton reflet pour te défigurer à ce point-là. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout pour un mec qui a passé son temps à se voir sur grand écran, à voir son image sur grand écran, en plus adulé par des millions de gens. Moi, je suis sûr que Mickey Rourke te dirait j'ai raté ma vie. J'ai fait le mauvais choix. J'aurais dû être boxeur à 15 ans et tout ça. J'en suis sûr. Pour moi, il n'a pas fait des mauvais choix. Mais lui, il te dirait, moi, j'ai fait que des mauvais choix par rapport à comment je m'imagine, véritablement, je m'imaginais. Vous connaissez Chuck Zito? Chuck Zito, c'était un des membres des Hells Angels qui est parti en prison après New York en 5 ans, qui a été le bodyguard de garde du corps de Stallone, de plein d'autres célébrités dans les années 80-90, qui est notamment connu pour avoir joué dans Oz, la série télé. Tu sais, l'italien, tu sais, avec le je te coupe à la Elvis, il part du combat parmi, etc. C'était lui, il a fait de la boxe, et il est connu pour avoir mis Van Damme KO à la sortie d'une boîte de nuit en 98. C'est le meilleur ami de Mickey Rourke. Et il a dit, Mickey, c'est un tocard sur le ring. Il ne veut pas l'avouer, mais c'est un tocard sur le ring. Par contre, ce qu'il fait à l'écran, c'est magnifique. En tant qu'acteur, il est magnifique. Je me demande dans quelle mesure il n'y a pas un peu d'autodestruction là-dedans, en fait. S'il n'a pas voulu, se détruire la gueule. En plus, il passe d'un monde à l'autre. Il passe de mondes antinomiques. Hein. Il passe du monde hollywoodien où c'est l'univers du factice et du jeu et de l'illusion, tu vois, et de l'artifice. Ouais, voilà, je cherchais ce mot. Ouais. De l'artifice à la boxe où t'es prêt ou t'es pas prêt, mec. C'est le real, t'as pas le choix. Ouais. Voilà, il n'y a pas de triche, t'es prêt ou t'es pas prêt. C'est assez fascinant comme choix. Hein. Et moi, perso, franchement, hein, Mickey Rourke, je suis pas fan vraiment en tant qu'acteur. Je le trouve pas... Il est bon dans 2-3 films. Et le reste, je trouve qu'il est assez... Je le trouve assez transparent comme acteur. Il est bon chez Cimino, l'année du dragon, dans le Alan Parker, Angel Heart. Il a eu quand même, faut dire, quelques rôles emblématiques. Barfly, voilà, mais en gros, il est bon avec un grand metteur en scène. Il est bon avec un très bon réalisateur. Sinon, le reste de sa filmo est vraiment très discutable en tant qu'acteur et même en tant que qualitativement en parlant en plus, hein, j'entends. Hein. Et il n'avait pas très bonne réputation à Hollywood.
Il passait un peu pour un teubé, Mickey Rourke. Quelqu'un qui était mal conseillé. Je sais pas s'il était teubé ou il s'entourait très mal. Mais à Hollywood, il avait déjà pas une super bonne réputation en tant qu'acteur. Un acteur chiant, acteur difficile, compliqué, tu vois, chochotte, qui fait des manières, notamment sur Angel Heart. Donc voilà, le fait qu'il ait quitté Hollywood pour un nouveau domaine quelque part, ça m'étonne pas. Mais vous avez, non mais je me souviens que, alors c'était à la sortie de Domino de Tony Scott, 2004 ou 2005. Ouais. C'était, à l'époque, c'était vu comme le grand retour de Mickey Rourke sur grand écran. Et là, tu avais Canal+ qui avait diffusé un truc. Mais alors, je te jure, franchement, je vous jure les gars, il fallait voir ça. C'était un reportage qui avait été filmé sur le tournage de Sable mortel de Roger Donaldson, qui est un film qui date des années 90. Donaldson ou Roger Pottiswood, enfin un Roger en tout cas, réalisé par un Roger. Voilà. D'accord. Réalisé par Roger. Et tu avais Mickey Rourke dans sa caravane qui était là avec 4 ou 5 bikers. Tu voyais les tronches des mecs, tu devinais que les types, s'ils allaient à l'église tous les dimanches, c'était plus pour se donner bonne conscience. Voilà, pour dire comme ça. Et puis, il disait, et puis t'avais le journaliste qui était là, qui comprenait pas ce qui se passait parce que les types, ils étaient en mode fucked up, machin truc et tout. Et t'as Rourke qui exprimait déjà son dégoût de Hollywood. Et puis, t'avais, je sais plus quelle question posait le journaliste ou la journaliste, enfin bref, et puis on répondait, ouais, mais de toute façon, nous, c'est quoi, si on a un problème, on n'a pas besoin d'un avocat juif comme il y en a à Hollywood. Sinon, moi, je fais appel à mon copain Angel. Angel, c'est le mec qui se trouve en face de lui, il a un bandana rouge sur la tête, un besoin de motard et compagnie, il se comme ça. Angel, ouais. Et tu dis, putain, mais le mec, tu vois à quel point le mec était perdu dans son délire à ce moment-là, quoi. Tu vois vraiment que le mec était perdu dans son délire. Et moi, je crois que c'est encore une fois, je suis peut-être dans l'analyse de comptoir, et puis dans ce cas-là, voilà, quoi, ça vaut ce que ça vaut. Mais je crois que c'est un type qui a toujours eu du problème avec la virilité que renvoyait l'image de la boxe, une sorte d'accomplissement masculin que renvoyait la boxe. C'est clair. Voilà, tu vois, c'est clair. Probablement. D'où le fait d'être toujours avec des figures de masculinité comme les Angels et tout ça. Voilà. Et Rocancourt, il a réussi à choper son amitié en jouant là-dessus. Bien sûr. Bien sûr. Un escroc aussi génial que Rocancourt, il repère les faiblesses et les mécanismes sur lesquels appuyer, quoi. Et en fait, je crois qu'il s'est toujours haï d'être un saltimbanque. Tu vois, dans un milieu de saltimbanque, avec des espèces pas de mecs efféminés, tu me dis qui sont des fois dans le factice. Il a pris Hollywood toujours à contre-pied jusqu'au moment où ça éclate. Parce que quand il fait sa petite carrière de boxeur, donc on est sur l'année 90, 91, 92, 93 et 94, c'est cette période-là, cette fenêtre temporelle. Il crache ouvertement sur Hollywood. C'est-à-dire, en fait, normalement, c'est un non-retour, quoi. Tu sais, c'est un non-retour. Et puis, il y a la réalité qui vient lui frapper et il ne peut pas l'accepter. Il est nul. Non, mais et en fait, il doit cacher qu'il est nul, en fait. Moi, j'ai réanalysé toutes ces interviews où on vient de brancher sur la boxe, parce qu'à l'époque, il y a aussi des problèmes. Il y avait un problème d'agression aussi qui se passe à Miami et tout ça. En fait, c'est un mec qui était dans la survalorisation. But I'm a professional fighter. You know, tu sais. J'ai agressé personne. Je suis un combattant professionnel. Si j'avais agressé qui que ce soit, ça serait très mal passé pour moi. Tu vois. Et donc, chaque option de se revaloriser et de cacher qu'il est nul, c'est toujours pris. C'est l'obsession. C'est que tu disais une névrose. Le mec est totalement névrosé. Et le pire de sa névrose, c'est que la réalité, le fait qu'il soit nul, c'est venu démultiplier tout, quoi. Je veux dire, donc je pense qu'il a pas eu les bonnes relations avec les gonzesses. Et plus tu rajoutes ça, le mec, c'était une bombe humaine et ça a pété. Et en fait, il n'a pas explosé, il a implosé. Est-ce que tu serais pas en train de suggérer que ça serait un peu un Jake Paul en version plus intéressante? Jake Paul est meilleur que Mickey Rourke. Ah ouais, à ce point-là.
Ah bah, j'ai pas bien regardé les combats de Mickey Rourke, du coup je suis obligé de. Du coup, non, tous ces combats, ça pue la merde. C'est complètement. Parce que le gars, il y a un combat où il y a un peu des progrès, mais ces déplacements sont des déplacements qui me font mal au ventre, rien qu'à les regarder, des choses comme. Non, c'était pas bon. Et c'était un freak show. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est resté secret. Tout le monde sait que Mickey Rourke a fait le boxeur. Personne ne connaissait ses combats. Non, mais attends. La preuve. Non, bah, et quel est son palmarès? Mais il a que des victoires. Ah, que des victoires en plus. Ouais, il a que des victoires. Ah, ok. Mais attendez, attendez, est-ce que vous avez vu son dernier combat qui s'est déroulé en Russie il y a de ça quelques années? Alors là, mais franchement, on le disait dans le chat, mais tu vois, mais là, pour le coup, je trouve ça grave. Je trouve ça grave même pour l'image qui s'est fait de lui-même. Ah oui. Parce que le mec, il a 60 piges à l'époque. Il boxe contre un type de 29 ans qui est SDF, qui après a révélé qu'il a accepté un gros chèque parce que quand tu dors dans la rue, moi, tu veux me coucher sur le ring pour pouvoir dormir à l'hôtel, quoi. Voilà. Pour se coucher face à Rourke en Russie. Au bout de c'est tellement, mais c'est même mal fait en fait. C'est mal fait au niveau de la mise en scène. C'est tellement visible, t'as l'impression de voir un reportage de Bernard de la Villardière là en fait. Mais c'est mal fait à ce point-là. C'est mal fait à ce point-là. Et moi je trouve que même pour Rourke en fait c'est préjudiciable pour l'image qui se fait de la boxe et de lui en tant que boxeur parce que pour des personnes censées là il y a plus de doute. Le mec est un malade mental et il est pathétique. Il a joué au boxe. Mais c'est ça, Et moi, j'ai vraiment eu de la peine pour lui et je trouve que c'était vraiment une figure tragique parce que déjà, en tant que comédien, à ce niveau-là, il n'existait plus. Mais en plus, en tant que, même pas de boxeur, mais de mec qui avait l'état d'esprit de boxeur, tu vois, au moins le gars qui allait, là, c'était un déboulonnage, il s'est auto-déboulonné de façon absolument violente, de façon flagrante et de façon absolument lamentable. Il se déteste. Il fait partie de ces gens qui ont un talent que, à mon avis, 1 milliard de gens aimeraient avoir, mais qui se détestent de l'avoir parce que c'est pas celui qu'ils auraient voulu avoir. Exact. Résumé parfait. Ça, tu résumes l'arc narratif. Tout à fait. C'est exactement ça. Alors, il restera quand même. Je pense que sa carrière dans les années 80, il faut quand même la revoir parce qu'au moins, c'est ce qui sauve. Tu sais, on reviendra à Mickey Rourke. Quand même, le mec qui a joué dans la Dragon et le Chimino, c'est c'est ce que je dis. Ah oui. Il a fait des films vraiment mémorables. Il faut le dire. Il faut le dire, il faut être honnête. Il a eu des rôles mémorables, surtout dans des films mémorables, mais qui avaient pour eux d'avoir un grand metteur en scène, un grand réalisateur. Et sorti de ça, je trouve que sa carrière, vraiment, il y a à boire et à manger. Il y a aussi de la merde, des rôles anecdotiques. Enfin, voilà. Mickey Rourke, je pense que faut l'inscrire dans vraiment une période précise du cinéma. Et même sa période du fameux comeback, je la trouve pas très intéressante parce que je vois une grosse patate qui joue, quoi. En fait, voilà. Je suis d'accord avec toi. Je vois une grosse patate qui joue, le visage marqué, il peut en jouer. Alors il y a The Wrestler qui est un peu. Moi, je préfère Domino à Wrestler. Ah ouais, moi aussi. Lequel je préfère Domino. Je préfère. Il est bien. Il est bien dans Domino. Il est très bien. Mais grave. Et regardez, vous avez jamais vu le film Animal Factory de Steve Buscemi avec Edward Furlong et Willem Dafoe, qui est un livre adapté qui est un film, adapté d'un bouquin d'Edward Bunker, qui est un écrivain aujourd'hui décédé, un immense écrivain américain qui a passé 18 ans de sa vie dans les prisons américaines, notamment à Saint-Quentin, et où t'as Mickey Rourke qui joue un second rôle où il est dans une toile à Saint-Quentin, maquillé comme un travesti et compagnie. Putain, mais il est ouf. C'est un tout petit rôle, mais il est complètement incroyable dedans. Et t'avais ça, et puis t'avais ça avait ça, Domino dans lequel il était excellent. Mais par contre, tu vois, dans The Wrestler, The Wrestler, c'est un film qui me rend très mal à l'aise. Comme tous les films de dernière Parce que je trouve qu'il fait du racolage. C'est autobiographique, on est d'accord. Ouais, largement. Ouais, mais en fait, c'est autobiographique, mais t'as l'impression que c'est autobiographique de la part d'un mec qui exploite les faiblesses et les névroses de son acteur principal pour
soutirer un sentiment de vérité qui confère au sensationnalisme gratuit. Ça m'étonne pas de Aronofsky, ça. Et je trouve ça putassier, mais alors... C'est un racoleur, lui. C'est un racoleur de boulevard, lui. Mais sérieux. Grave. Sérieux, non, mais Aronofsky, c'est un mec, il fait tourner son sac à main sur Hollywood Boulevard. Je dirais qu'Aronofsky, ce que je préfère d'Aronofsky, c'est le wrestler, pour te dire. Mais c'est un cinéaste que j'ai vraiment jamais apprécié, vraiment. C'est du racolage. Je trouve que la pute la plus vulgaire de toutes les putes que tu pourras trouver sur le trottoir du bois de Boulogne, c'est clair. Elle sera pas encore assez racoleuse pour Aronofsky. Ah ouais, mais c'est une vierge. Elle est vierge à côté de lui, tu vois. Elle est vierge, quoi. Elle peut la marier en blanc à côté, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Mais elle va donner naissance à Jésus. Elle va donner naissance à Jésus à côté d'Aronofsky. Non, mais ça m'étonne pas ce que tu dis, Guillaume. Et c'est marrant parce que en t'écoutant, c'est parfaitement l'image que je me fais de ce film. Et ce film, je l'ai déjà vu sans le voir. Tu vois, je sais déjà ce que c'est. Ouais, non, mais en plus, c'est la façon d'écrire. Tu sais, il y a un moment que je trouve super révélateur, c'est quand c'est parce que Rourke dans le film, il est bouché. Il reste 4 minutes. Ouais, il est bouché pour gagner sa vie, et puis à la fin, et puis il faut aussi du catch pour sa gloire passée, personnelle, bref. Et puis à un moment donné, tu vois que le type, il est en train de s'enjailler parce qu'il retrouve un peu de sa carrière, un peu de vie, et puis le mec il est bouché. Et puis tu sais, il joue comme ça avec sa viande, et puis derrière, le mec il le filme de dos parce que tu vois, c'est vachement intériorisé de dos. Quand tu mets les gens de dos, forcément, ça veut dire quelque chose, c'est significatif. T'es dans l'intériorité. Et le mec il le filme, et puis là il te fout des effets sonores où le mec il a l'impression d'être dans un stade, tu sais, comme si avec sa putain de bidoche qui tourne dans sa main, il était en train de faire le tour du stade en tant que catcheur, et t'avais les gens qui se défoulaient. Je me dis, mais tu me prends vraiment pour un con? Tu me prends vraiment pour un teubé là? Tu me prends vraiment pour un teubé. Tu me montres le truc, t'es pas foutu de me faire vivre, quoi. Mais j'aime pas Aronofsky. Je n'aime pas Aronofsky. Mais de toute façon, après son retour, il y a eu que Coppola, Tony Scott pour voilà. Mais Sin City, sa gueule de patate l'aide en fait. C'est son physique. Ouais, mais l'image du monstre. Il a une image de monstre, je suis d'accord. Mais parfois, parce qu'il en est un, il s'est rendu monstre. Mais à partir